wa sahlan, ravi de vous retrouver cet après-midi dans notre émission, notre Algérie, en direct de Canal Algérie. Vous savez que cette émission est la vôtre, amis téléspectateurs, vous qui nous suivez dans les quatre coins du monde. Et cet après-midi, nous allons certainement passer un bon moment en votre compagnie, un moment, j'allais dire, lié à l'histoire, à ce qui a aussi marqué parmi les grands événements de cette année 2020. Bien entendu, il y a eu cette pandémie, mais vous le savez, en pleine pandémie également, il y a eu ce grand souvenir. Ça s'est déroulé en fait pendant la fête de l'indépendance le 5 juillet, le rapatriement des crânes, hein, souvenez-vous, des chefs donc guerriers qui étaient en France. Nous allons y revenir avec le chef de cette délégation et qui est parmi nous aujourd'hui. C'est un plaisir de le recevoir. On le remercie pour plusieurs raisons. On vous remercie parce que nous savons que vous êtes une personne très très occupée. Vous travaillez beaucoup. Monsieur Rachid Belhadj, vous êtes professeur en médecine légale, directeur du laboratoire de recherche en anthropologie en médecine légale et aussi vous êtes président de la commission scientifique mixte algéro-française de la restitution des restes humains entreposés au musée de l'homme et de la nature de Paris, en France. En tous les cas, merci d'être là. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Merci pour l'invitation. Très honoré d'être parmi vous et très honoré de transmettre un message d'amitié et de fraternité à nos concitoyens qui suivent. À ceux qui nous suivent dans les quatre coins du monde. Exactement. Cet après-midi. Encore une fois, on vous souhaite une très très bonne année, professeur. Merci. C'est un honneur pour nous de vous recevoir. Là, je le disais là à l'instant, c'est un moment vraiment fort en émotion, quand on revit à ces moments que nous avons vécus, à l'occasion de la fête de l'indépendance et de la jeunesse, le 5 juillet, voir cet avion survoler Alger, Boumerdès, et quand on sait que dans cet avion, vous étiez l'une des rares personnes qui étaient présentes dans cet avion. Effectivement, j'ai eu l'honneur. Pour moi, c'est l'un des meilleurs cadeaux. Nous allons voir justement les avions et l'avion. Exactement, que l'État algérien m'a offert. C'est d'être le seul civil dans l'avion qui a accompagné ces martyrs-là. Ma première rencontre avec eux aussi. Ça remontait à 18 septembre 2018. Oui. C'était tellement émouvant, je ne m'attendais pas à ça. Lorsqu'ils nous ont conduits au musée. Voilà, nous voyons justement les photos de l'arrivée. Je l'ai dit même à une journaliste, écoutez, lorsqu'on a survolé la région du côté de Boumerdès, Mouri, j'étais avec eux. Et nous avons suivi cela. Moi-même, j'avais suivi ces moments. C'était très très émouvant lors du survol de cette région. J'avais la chair de poule. Pour moi, Dieu merci, nous avons réussi à ramener des grands révolutionnaires, des Algériens. La plupart, je vous ai dit, ils étaient des fermiers, des agriculteurs qui faisaient face à une armée française issue de l'Académie de Saint-Cyr, et beaucoup, qui ont une longue expérience, bien armée, ils avaient fait face à des résistants. Il y avait beaucoup de foi, beaucoup d'humanité, beaucoup de courage, beaucoup de partage. Et nous voyons justement cette photo, professeur. Exactement, j'étais... Là, c'est où? C'était à l'intérieur de l'avion. Oui. À l'intérieur de l'avion militaire. Oui. Je tiens à remercier aussi tous les cadres du ministère de la Défense nationale, des Affaires étrangères, des Moudjahidines, qui nous ont accompagnés, nous ont aidés dans cette mission noble pour moi. On l'a fait pour l'Algérie, pour notre histoire, pour dire aux gens que nous avons une histoire très humaine. C'est une histoire de personnes qui se sont sacrifiées. Par exemple, le Cheikh Bouziane, c'est quelque chose, toucher, expertiser le crâne de Bouziane, ses adjoints, c'est quelque chose d'incroyable. Le Cheikh Tatraoui, Mohamed Lemjid Ben Sherif, Diboubrla, c'est des gens, vous savez pas quelle était l'émotion et un travail pointu avec nos collègues français. Oui. Qu'on a partagé avec eux des moments d'échange, des moments de science, de découverte, et aussi des discussions, de longues discussions sur l'histoire. Alors justement, professeur Belhadj, vous êtes parmi nous, on va profiter au maximum de votre présence pour avoir aussi des informations concernant donc cette délégation. Nous savons que ça a pris quand même plus d'1 année et demie de travail, de recherche, il y a eu tout un travail, donc plusieurs va-et-vient entre l'Algérie et la France, pour réellement... Comment on arrive aussi à découvrir, donc ils étaient plus de 40 crânes et 40 personnalités finalement. On a été mandaté pour expertiser 44 crânes. Pour être juste, 44 restes humains, présumés algériens.
Selon les chiffres, là, on tient à remercier aussi M. Belkadi qui a signalé la présence de ces crânes-là. Aussi notre collègue qui a réussi à avoir une pétition. Voilà. Professeur, c'est pas cela, mais... Oui, on va revenir à vous, c'est ce que vous nous avez envoyé. Exactement. À M. Bensounou aussi, qui ont fait beaucoup de choses. Il y a tous les Algériens qui ont signé, participé. Et après, il y a eu bien sûr la diplomatie algérienne. Croyez-moi, j'appartiens à l'enseignement supérieur. Les affaires étrangères, l'MDN ont fait beaucoup de choses pour nous faciliter notre tâche. Et bien, ça a commencé. Il y a eu des premières rencontres. Nous avons installé la commission mixte algéro-française avec leurs experts, nos experts. Je suis fier, puisque je suis un pur produit de l'école algérienne. Oui, nous voyons cette photo, voilà. Voilà, c'est qu'il y a un travail scientifique. Tous les crânes, ils ont été soumis, justement, à ce qu'on appelle des crânes surfaciques. C'est la haute technologie, avec des mesures vraiment avancées. C'est la médecine nouvelle en anthropologie. Et ça nous a permis aussi de finir dans l'histoire. Depuis, par exemple, chaque crâne, on a essayé de revoir son circuit, son histoire, depuis l'acte criminel, depuis la décapitation, son séjour, qui c'est qu'il a ramassé, qui c'est qu'il a gardé. Je vous cite l'exemple de notre martyr, Mohamed Lemdjed Ben Abdelmalek. Voilà, nous vous voyons là, professeur. C'est le professeur Azouz et le directeur justement du musée, qui est un monsieur qui nous ont facilité la tâche. Le musée de l'homme. Le musée de l'homme de Paris. Et on a travaillé dans la convivialité, on a partagé nos connaissances, des informations. Ils nous ont permis d'accéder à leurs archives, soit en ex ou bien même en dehors de la métropole. On a suivi des traces, par exemple, il y avait un chef cabine, on est allé même jusqu'à Guyane et l'île de Nou. On cherchait leur déplacement. Il y avait certains docteurs qui s'intéressaient beaucoup, c'était des médecins militaires à l'époque française, c'était beaucoup plus l'hôpital Maillot et aussi la prison de Constantine. Il y avait un hôpital militaire et aussi la prison de Solozena. Ils déportaient ces grands chefs, et parmi eux, ils ont été exécutés. Et pour terroriser la population, ils décapitaient les corps et les exposaient dans un marché. C'était leur mode, c'était leur moyen de terroriser la population. Et puis les médecins militaires qui prenaient ces crânes-là et les conservaient, c'était la période de la naissance en France de l'anthropologie et aussi la naissance de la phrénologie. Le pourquoi d'avoir récupéré tous ces crânes et les avoir pris aussi, professeur Belhadj? Pour certains grands chefs, c'était la symbolique. Oui. La symbolique, c'est un grand chef. Si vous touchez à la France, voilà ce que vous risquez. Et en plus, il y avait du côté de la médecine, c'était l'ère de l'anthropologie. Ils essayaient, il y avait même un commerce. Il y avait des médecins qui sont nés le Maghreb. À la recherche, il y avait même des profanateurs de temples qui récupéraient des crânes. Donc notre tâche n'a pas été du tout facile. Donc pour chaque crâne, il fallait faire une traçabilité. Il y avait des crânes, ils avaient une longue histoire. Des chefs connus, tels que le Cheikh Bouziane, c'est très connu, c'est Mokhtar Ben Kouid aussi. Il y a celui de Médéa, c'est le shérif Ben Omar, Ben Khadida. C'est des personnalités. Donc, ce qui nous a donné, nous, comme nouvelle génération, c'est qu'il y avait de la résistance de partout. Médéa, toutes les régions il fallait voir pour que l'armée française puisse atteindre les sommets de Tigjda contre des bergers et des agriculteurs avec Boubrala, sont restés presque une dizaine d'années, jusqu'à une quinzaine d'années pour pouvoir justement arriver à se déplacer à ces endroits-là. Il y avait une résistance très importante, ils ont payé de leur vie. Et moi et notre équipe, lorsqu'on a ouvert cette armoire métallique, c'était un coffre qui contenait des boîtes spécifiques. Des boîtes qui conservaient, qui luttaient contre les moisissures, qui conservaient la température, ils étaient bien conservés. Et un souffle de l'histoire nous a frappé en plein fouet. C'est que je me suis dit dans ma tête, en tant que président, il faut honorer ces gens-là. Et bien j'ai demandé à mes collègues de lire la Fatiha. C'est ce qu'on a fait, c'était la moindre des choses. Et ces gens-là ont réussi à vaincre la France au nom d'Allah. Ça c'est important, vous avez une foi incroyable. Et après, on a commencé notre travail de recherche,
C'était un devoir d'Algérien de le faire. Et je me suis engagé depuis le 18 septembre 2000 à tout faire pour restituer ces crânes-là. Les restituer justement à leur chère patrie. Oui. D'être enterrés dignement. C'était un moment très très fort que l'Algérie a vécu pendant justement les festivités du 5 juillet. On a pratiquement tous été très très émus de voir cet avion qui était aussi accompagné par des MiG de l'armée. Ça m'a rappelé, oui. C'est comme les lieutenants de l'Aïs al-Hamadi, qui était lieutenant de Boubarla. C'est que ces chefs-là, ils avaient... La photo qui reste marquée. Ces chefs-là, ils étaient toujours entourés par des officiers, des gens qui l'aidaient. Et c'était cette image-là. Des universitaires algériens, des pilotes algériens, avec l'armée de l'air algérienne, qui a honoré ces gens-là. Ça m'a rappelé aussi, j'étais jeune, lorsque les restes mortuaires de l'Émir Abdelkader, ils ont été rapatriés en 1966, je crois. Et la période, c'était le mois de juillet aussi. Et c'était très très émouvant pour quoi. Vous imaginez, ça a été quelque chose et être à l'intérieur parmi eux. Dans l'avion. Vous sentiez, on dirait que ces gens-là qu'ils poussaient un souffle. Un souffle, on dirait qu'ils étaient emprisonnés. Pendant quand même, il y a des cas qui ont été entreposés depuis. On a un cas qui est entreposé en 1836 au musée de l'An. Voilà, nous voyons justement les cercueils, justement, professeur Belhadj. Nous savons que c'était des crânes et ils sont arrivés avec des cercueils. C'est le comité, je préside ce comité. On voulait donner cette image aux Algériens, ce respect de ces gens-là. Parce que le reste de leur corps, ils étaient enterrés en Algérie. D'accord. Mais là, ils ont porté que pour nous la symbolique de la personne. C'est qu'on dirait qu'il y avait un corps entier. Et on a tout fait pour leur donner, leur organiser quelque chose de solennel, d'historique, d'émouvant. J'espère qu'un jour nos enfants vont lire ça dans des livres d'histoire. Et je ferai tout de partager, nous sommes en train de préparer avec mon équipe, professeur Azouz et autres collaborateurs avec nous, de préparer un livre qu'on va le dédier aux universitaires algériens, avec des photos. Voilà, de cas par cas. Justement. Voilà, là nous voyons également, ça c'est l'arrivée bien entendu. Et il y a eu quelque chose de... ça a été pour moi une deuxième naissance. Ah oui. Deuxième naissance qu'on a partagée, Dieu merci, pour dire que l'université algérienne, elle est là. Nous avons beaucoup de cadres, beaucoup de compétences. Oui. Nous sommes là pour... c'est une équipe de chercheurs aussi algériens. 100% algériens. Oui. Vous-même, vous êtes né en 1963, donc vous êtes un pur produit de l'école algérienne. J'ai fait toutes mes classes au niveau de l'école algérienne à 100%. Dieu merci, alhamdoulilah aussi grâce à mes parents, à des amis qui m'ont aidé à devenir professeur, chercheur. Ou je vous ai dit, voilà. Je me suis initié aussi à l'écriture. Oui, alors avant d'arriver à vos livres, justement, professeur Belhadj, on sent cette passion en vous, cet amour de la patrie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que le chercheur ou le professeur ou le président de la commission, mais il y a cette envie de faire des choses dans son pays, de croire en l'avenir de l'Algérie. Croyez-moi, pour les gens qui me connaissent, j'ai plusieurs casquettes. Je fais les choses, je suis dans le bénévolat, je suis dans l'humain. Oui. J'ai fait beaucoup de choses pour mon pays, pour mes étudiants, pour l'amitié légale algérienne, pour les cadres algériens. J'ai participé, je suis aussi président du syndicat national des enseignants-chercheurs, universitaires. J'étais aussi médecin du net. Pendant une dizaine d'années, j'étais parmi les fondateurs aussi avec M. Mchara de la Ligue de football professionnel. J'ai un petit peu bourlingué dans plusieurs secteurs, mais toujours le bénévolat. Je n'ai jamais touché un sou. Je le fais et je le ferai encore pour essayer de développer l'université algérienne et de donner la chance aux jeunes qui vont venir. J'espère que la jeunesse va rester ici. Et croyez-moi, en tant qu'université, je suis enseignant à la faculté de médecine d'Alger, j'enseigne aussi au niveau des écoles, des officiers police judiciaires, des magistrats. J'ai toujours donné le maximum de moi-même, bénévolement, pour partager ma modeste expérience avec nos jeunes qui veulent apprendre.
Oui. Alors, j'aimerais qu'on revienne encore à ce bel événement que l'Algérie a vécu. C'était un moment très, très émouvant. Beaucoup de jeunes et moins jeunes. Il y avait une sorte de réconciliation. Vous savez, un moment d'engouement, de retrouver ces personnalités de l'histoire. J'ai été aussi lors de, il y a eu le dépôt des dépouilles au niveau du Palais de la Culture où la population a pu venir se recueillir. Il y avait aussi les familles également. Les familles de tous ces combattants, ces chefs guerriers. Il y avait une émission, il y avait des collègues qui ont assisté avec nous. Je leur ai dit de dire que nous avons quand même tenu notre parole au plus haut niveau. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la diplomatie algérienne. Nous ne sommes que des scientifiques. Oui. En leur tête le président de la République, qui ont réussi cette tâche aussi d'avoir l'autorisation de rapatrier les Karans qu'on a pu identifier qu'ils étaient des Algériens. Eh bien, ça a été quelque chose d'incroyable, 1000 fois plus important que le football. Ah, c'est clair, bien sûr. Oui, ça n'a rien à voir. Donc, oui, c'est vrai que nous, en tant qu'université, nous allons l'immortaliser par des écrits, par des recherches. Je vous ai cité le cas de Mohamed Lemdjed Ben Abdelmalek, sont vraiment, eh ben, nous sommes en train de faire des recherches sur ce Coran. Il a été enterré, mais nous avons pris le soin de lui faire un scanner, de lui prendre des photographies, de procéder à des mesures, de faire des prélèvements, des temps, etc., pour retracer l'histoire réelle, de corriger ce qui a été dit. Donc finalement, à travers tout ce travail, c'est aussi l'histoire de l'Algérie que vous avez découvert ou redécouvert, professeur, parce que à travers toutes ces personnes, vous allez chercher l'histoire de cette D'où l'intérêt du laboratoire de recherche. Oui. Les sciences sont en train de se développer. Ce qui est bien, nous avons la matière entre nos mains, en Algérie, entre les mains d'Algériens, qu'on va la partager avec des historiens, des chercheurs, des anthropologues, des historiens. Pour notre laboratoire de recherche, j'ai même proposé au ministère des Moudjahidines, parce que parfois, en Côte de Fouille, on trouve les restes d'anciens Moudjahidines, comme ça. Il est temps, justement, de passer à un niveau supérieur de la gestion de ces restes humains. Oui. C'est-à-dire d'apporter des explications scientifiques fiables. Et je vous informe, par exemple, pour le Cheikh Tetraoui, et bien, Cheikh Derqaoui, Moussa Derqaoui, j'ai reçu des familles d'Algériens qui sont venus me voir, me disant que c'est notre arrière. Et bien, nous avons procédé à des prélèvements de l'un de leurs, du dernier. Oui. Et on compte même se déplacer. Il y a une vieille, elle est âgée de 104 ans, pour lui faire des prélèvements et de les comparer avec les restes humains de Moussa Derqaoui. Oui. Et est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, quand on parle de tout ce travail de recherche, est-ce qu'il y a eu aussi des crânes, dont des anonymes? Oui. Des anonymes, parce que j'imagine qu'ils existent, on ne sait pas. Je vais vous surprendre, il y avait un Algérien, X, c'est écrit X arabe, ça, il n'avait pas ni de nom ni âge. C'était le premier insurgé, il est mort en 1832, il a été exécuté au niveau de Bebzira. Oui. Bebzira, un jeune, on a estimé son âge entre 24 à 30 ans. C'était un jeune. Et aussi, il y avait le crâne de la sorcière de Blida. Oui. C'était une dame. Oui. Mais après notre analyse, on s'est rendu compte que c'était le crâne d'un enfant. Ce n'était pas elle. Je vous ai dit parce qu'il y avait des gens qui profanaient des temples et des gens qui faisaient le commerce de ces crânes. Oui. Donc, ils étaient à la recherche des personnalités connues pour pouvoir les vendre plus cher. Et la science, elle est là. Nous avons apporté la preuve scientifique qu'il s'agissait bien d'un enfant âgé de... Et pas de cette dame. D'après les historiens, elle était âgée entre 35 jusqu'à 40 ans. Donc, ce n'était pas elle. D'où l'intérêt de la mission. Est-ce qu'il y avait des femmes dans parmi les 44 crânes? On n'avait qu'une femme, justement, c'est cet enfant. Oui. Le reste, justement, lors des négociations, ils nous ont présenté 44 crânes. Et on sait bien qu'il y a d'autres crânes qui sont entreposés. Oui. Nous sommes en train, justement, après la fin de notre mission, c'est de
d'essayer de retrouver les autres Qur'an de la bataille de Z'Acha. Oui. Ça va être une deuxième mission, bien sûr, elle nécessite des pourparlers diplomatiques, et de partager, de rééditer, de ramener au moins les grands chefs algériens. Dieu merci, nous avons réussi à ramener la plupart des grands chefs algériens de notre révolution, mais il reste quelques-uns. On essaiera de faire plus de recherches afin de pouvoir les rapatrier dans le respect des règles scientifiques et juridiques. Nous savons que c'était un rêve depuis des années, le rapatriement des crânes, pas mal d'associations qui avaient aussi fait des écrits en espérant qu'un jour on puisse récupérer ces crânes qui étaient au musée de l'homme à Paris. Voilà, nous voyons justement les délégations et l'arrivée de ces cercueils. Et c'est toujours très émouvant. Le président de la République, justement, qui saluait donc les dépouilles de tous ces héros de la révolution algérienne, ces résistants. Donc là, c'était pour vous dire aussi que ça a pris quand même quelques années. On n'y croyait pratiquement plus après, tellement que ça a été un moment où il y avait beaucoup de douleur par rapport à toutes ces personnes qui revendiquaient aussi le retour de ces crânes. C'était un fardeau de l'histoire sur le dos de tout le peuple algérien. Quand même, nous sommes redevables à ces gens-là. Oui, oui. Il y a le Cheikh Bouziane, ils ont exécuté son fils avec lui. Il était à peine âgé de 16 ans. Et vous l'avez trouvé aussi, le fils? On n'a pas encore trouvé le fils de là. Oui. Les recherches scientifiques. Oui. Il y a des gens qui ont été décapités, fusillés. Ce sont des héros de la nation. Sûr. Ils ont tout fait, tout cela pour la liberté de l'Algérie. Et nos travaux, on essaiera avec les historiens aussi, qui nous ont beaucoup aidés. Il y a des historiens, l'université algérienne possède des historiens qui peuvent nous renseigner, et à nous scientifiques, leur donner plus d'informations fiables, exploitables, publiables aussi, à partager avec l'ensemble de nos universitaires. Alors aujourd'hui, puisqu'il y a eu cette restitution des crânes, est-ce qu'il y a une deuxième étape par rapport à, vous le disiez tout à l'heure, nous sommes, je vous dis la vérité, parce qu'on a eu des archives, le musée de l'homme, c'est des pages de l'histoire. Oui. Puis l'histoire qui, même son nom, le musée de l'homme et de la nature. Oui. Nous sommes en train, nous avons eu en notre possession de ces documents-là, sur des archives, et juste à la fin, pour respect des procédures, après la fin de notre première mission, on va faire un travail de fond, surtout notamment, je vous ai dit, sur la bataille de Z'Acha. Oui. La bataille de Z'Acha, d'essayer de récupérer aussi les autres crânes, et on leur fera, Inch'Allah, comme on l'a fait pour ces héros. Ça, c'est important pour nous, c'est un travail beaucoup plus de mémoire. Et je l'ai dit à un collègue, à vous, journaliste, Del Moudjahed, nous sommes prêts, nous, en tant qu'universitaires, de faire un travail de mémoire, mais avec une touche particulière. C'est la touche de la science et des sciences modernes. Ce n'est plus à le stade de l'oralité, d'un discours. Bien sûr. On vous donnera de quelque chose de palpable, sur des éléments scientifiques nouveaux. Allah Ibarak, on a aussi l'université de Babzouar, qui est connue, qui font un travail remarquable. Il y a l'université d'Alger pour les historiens et les autres universités d'Algérie. Il y a un travail de fond qui est en train de se faire. Reste uniquement le partage, de créer ces ponts entre ces compétences algériennes. Et on le fera avec un grand plaisir. Alors vous êtes aussi passionné par l'écriture. Oui. Donc nous avons aussi ces livres. D'abord on va commencer par L'instinct du médecin légiste. Donc c'est le dernier ou le premier? Le premier. Oui. Le premier, je voulais partager en tant que légiste la symbolique de la patience de la famille algérienne face au drame. Croyez-moi. Il y a des histoires, parfois, la famille algérienne, nous sommes tous issus. Nous sommes nés de la pauvreté. Oui, oui. Si vous faites une marche arrière depuis 1962, il n'y avait que quelques familles qui étaient riches. Oui. Donc la famille algérienne s'est construite autour de la souffrance, de la patience, de la générosité. Et parfois, cette famille est frappée en plein fouet par des drames. Des drames, mais comment la famille, elle se reconstitue, elle respecte l'autre. Ça, c'est important pour nous. Et vous êtes aussi bilingue. Trilingue. Trilingue. Yes. Voilà. Donc. Voilà, donc c'est pratiquement votre quotidien.
Voilà, le quotidien du légiste, pour nous, le médecin légiste, qu'on appelle, c'est un témoin privilégié de la souffrance de l'âme. Nous sommes en train de vivre, de partager, nous resterons toujours médecins, nous resterons toujours universitaires, d'essayer de soulager la souffrance de l'âme. Et je vous ai dit, je suis aussi directeur des activités médicales et paramédicales du CHI Mustapha. J'ai eu, grâce à Dieu, de gérer au niveau du CHI Mustapha que coordinateur gestionnaire de la prise en charge de la pandémie Covid au CHU Mustapha. Alhamdoulilah, nous sommes toujours là. Beaucoup de gens qui disent le chaos. Nous sommes là, nous avons géré à l'instar des autres pays et nous continuerons à gérer. Et on est en phase maintenant, alhamdoulilah, à la vaccination. C'est ça le miracle algérien. Avec peu de moyens, beaucoup de courage, beaucoup de patience. Lorsqu'on le dit entre nous, mais tout est matériel et roh. Il faut rester humain. Cette discipline, la médecine, croyez-moi, c'est la médecine de l'humain, de l'humanisme, du partage, d'entraide, de la patience, de la croyance en Dieu. Des histoires comme ça vous donne, ça vous forge, ça vous laisse croire en Dieu, croire à l'avenir. Ce qu'on veut leur donner aussi à nos jeunes, la jeunesse qui me reste quelques années à la retraite, j'ai 58 ans, mais Inch'Allah, je garde toujours l'espoir. Mais c'est important parce que même si les personnes se préparent à aller à la retraite, mais il faut garder ce lien aussi avec cette jeune génération qui a besoin aussi de l'ancienne. Parce que quand il y a rupture entre ceux qui partent et ceux qui arrivent, la relève se fait très très mal, ou pas du tout. Il faut, nous avons le devoir, je vous dis, d'écrire et de former. Et d'essayer de donner la chance à la jeunesse qui arrive. Aux jeunes, nous avons beaucoup de compétences. Compétences partout, à Médéa, au sud. J'ai vu l'autre fois ce génie de Mriel. Oui, absolument. Ce génie, c'est un Algérien. Tout à fait. Il partage le même patrimoine génétique que Cheikh Bouziane, de vous et de moi. La compétence en matière grise algérienne, elle est là. Il faut uniquement l'encadrer. Et aussi, nous sommes prêts, nous sommes connus, croyez-moi, pour notre générosité. Et notre pardon aussi. Nous avons cette culture aussi d'oublier, de pardonner. Ça fait partie de la grandeur de l'âme aussi. Exactement. C'est l'histoire. C'est ce qu'on a ressenti au niveau de ces crânes-là. Beaucoup d'histoires, beaucoup d'émotions, beaucoup de générosité. Ils ont donné leur vie, leur famille, ils ont abandonné tout pour dire que la nation algérienne, elle existe, elle a existé depuis la nuit des temps. Et vous disiez tout à l'heure que ce n'étaient pas des personnes qui étaient formées dans quelconque armée, ou c'était des fermiers, c'était des gens des propriétaires peut-être terriens ou qui travaillaient comme agriculteurs. Je vais vous donner une confidence scientifique, une première. Croyez-moi, la blessure de Mohamed Lemdjed Ben Abdelmalek dit Boubgala, il a été grièvement blessé au niveau de l'œil. On l'appelait le borne aussi. Il a été grièvement blessé en revoyant l'évolution des blessures au niveau de l'orbite. C'est quelque chose de spectaculaire. On s'est dit, comment ce monsieur, il avait une blessure par balle transfixiante. Ça a touché la base du crâne, l'orbite, le toit, l'os frontal. On s'est dit, comment il a survécu? Par quel miracle? Sans traitement. C'est quelque chose d'incroyable. C'est des gens qui avaient une foi, une croyance. Il avait ses lieutenants, il se déplaçait. Et pour l'histoire, il a failli épouser aussi la Fatma Soumar. Oui, bien sûr. Ça aurait pu faire aussi une autre puissance. Donc il y a beaucoup d'histoires. Pour chaque cas. Il y avait un moment où on disait que la Fatma Soumar faisait partie de ces crânes-là, de toute cette collection de... On aurait aimé. Oui, on aurait aimé mais il reste aussi de la recherche. La recherche chez nous. Hein. Il y a beaucoup d'histoires. Nos côtes gorgent d'histoires. Et en avion, vous avez survolé donc les régions, donc... Parce qu'on est beaucoup plus les régions de l'Est. De l'Est, c'est ça. De l'Est, on a commencé à partir de Bidjaya, de la vallée de la Souma. Boubgala a sillonné la vallée de la Souma. Et puis on est allé aussi vers Maatka, Telles. C'était des zones guerrières. Toute la population s'est levée. Ils étaient, par exemple, Maatka et Telles, ils étaient connus
ils étaient des fabricants. Nous voyons ce fameux avion avec les MiG qui accompagnaient. C'était des moments très émouvants que nous-mêmes nous avons vécu. Et vous-même, vous étiez dans cet avion, donc c'était des moments très forts. C'était incroyable. On les sentait, on dirait qu'ils étaient là vivants, de dire Dieu merci, enfin on est arrivé chez nous. On va mourir réellement en paix. Ouais. Lorsque vous ramenez quelqu'un et aussi de dire au monde entier que l'Algérie aussi n'a pas abandonné ses héros. Ça c'est important. Oui. Qu'on a en Nouvelle-Zélande, il y avait ils ont essayé, ils ont demandé à la France de restituer un ancien chef de tribu. Ils ont réussi à le faire pour un crâne. Oui. Et nous, quand même, nous avons réussi à ramener nos héros de la Révolution, des Acha, des adjoints de l'Émir Abdelkader aussi, beaucoup de combattants, soit l'Est, l'Ouest, le Titri. Oui. Toute l'Algérie s'est levée contre justement le colonialisme. C'est une page douloureuse de l'histoire de l'Algérie, mais c'est une page aussi qui avait une nation. On n'est pas comme ça tombé nulle part, comme le disaient certains historiens, surtout les spécialistes de la phrénologie qui ont traité presque l'Algérien d'un être inférieur. Ce qui était faux, archi-faux. Nous avons eu notre histoire, notre culture, notre tradition, notre organisation sociale, familiale. Et là, il faut le défendre. Il faut le travailler. Là, il faut que la nouvelle génération puisse défendre ces principes-là. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur votre commission que vous présidez, cette commission scientifique. Aujourd'hui, quelles sont aussi les activités de cette commission après avoir malheureusement, aujourd'hui, elle est à l'arrêt ou Nous avons eu une réunion par visioconférence, ça fait 1 mois et demi. Avec le côté français, il y avait quelques dossiers en instance. Donc on s'est fixé un rendez-vous, mais à cause de la situation, les photos, on remet encore les photos pour ceux qui ne les ont pas encore vues. Mais à cause de la situation sanitaire actuelle, nous sommes vraiment dépendants de l'évolution de la situation sanitaire actuelle pour pouvoir, on doit se déplacer en France pour ramener les tissus des 24 crânes. On s'est entendu avec eux de garder une partie chez eux et une partie chez nous pour procéder à des éventuelles comparaisons ADN avec s'il y a des descendants, qu'on allait avoir des descendants. Et aussi ne pas fermer ce dossier, de penser à l'avenir comment travailler sur le dossier. Mais il nous reste 2 crânes, c'est des crânes qui appartiennent à la Société française d'anthropologie, donc qui n'est pas les dépositaires uniquement de ces crânes-là au niveau du musée. Nous sommes en train de négocier avec eux, soit le côté français ou algérien, de pouvoir restituer ces 2 crânes restants. Et on sait qui sont donc ces 2 personnalités, ces deux crânes, ces 2 personnes. Résistants, c'est des résistants algériens. Je vous ai dit, il y a des crânes, on a suivi, il y avait le docteur Vital. Docteur Vital, c'était un médecin, un chirurgien de l'armée française. Il a ramené, il s'intéressait beaucoup aux crânes de résistants. Il a ramené au moins 9 crânes. Il les a gardés chez lui à Constantine. Et après, il les a emmenés à Paris. À Paris, il est mort, c'est son frère qui les a gardés au moins pendant 15 ans, au grenier. Et après, il a fait un don au musée de l'An. On a même la transcription, les registres d'entrée, etc. Avec des PV. Il y avait des procès-verbaux entre ce colonel-là, ce médecin, avec sa hiérarchie. Comment? On avait même vérifié, on a des preuves au cours du transport de ces crânes-là, surtout à partir du port de Delles et du port d'Alger. Il y avait même des crânes qui ont été transportés à partir du port de Annaba. Donc, tout a été inscrit et recensé sur des registres. Et il y avait des crânes où on a retrouvé même leur billet d'écrou. Il y a des gens qui ont été exécutés, lorsqu'ils rentraient en prison, il y avait son nom et le motif d'incarcération. Et même le PV de son exécution. Tout cela nous a permis nous étions convaincus que c'est les crânes d'Algériens. Des crânes d'Algériens
pour nous, c'était tous des Algériens. Mais il fallait faire quand même la part des choses. On a pu éliminer 3 clans qui n'étaient pas algériens. Donc on les a retirés de... Donc savoir aussi, connaître les nationalités, c'est tout un travail... Il y a un travail d'ethnie. Ah, d'accord. De l'ethnie, c'est-à-dire de la région. Oui. Il y a des caractéristiques. Oui. Il y avait des études... Nous voyons les photos qui défilent. Voilà, pendant toute cette partie de notre émission, on voulait vraiment, avec votre présence, professeur, rendre hommage, revenir sur ce beau moment que tous les Algériens ont vécu. On l'a si longuement préparé. Ah, oui. Et croyez-moi, c'était le 4 juillet. Oui. Le 4 juillet, donc on s'est déplacé à Bouferric à 2 h du matin. Tout le monde était enthousiasmé, les jeunes officiers. J'étais le seul civil. Et a bien préparé, on a tout préparé dans le détail du détail, dans toutes les procédures. Et Dieu merci, lorsqu'on est arrivé au Bourget, il y avait notre ambassadeur avec les cadres aussi de notre ambassade, et nous avons réussi à faire restituer officiellement, et on a annoncé que ça y en a pris notre envol pour retourner en Algérie. Et lorsqu'on est entré dans les zones territoriales algériennes, donc on a été escorté par... C'était aussi un moment émouvant pour l'ensemble de l'équipage, des personnes. Et Dieu merci, alhamdoulilah, le reste, vous l'avez connu. Et ça a été quelque chose de magnifique. Professeur Belhadj, merci d'avoir, professeur Rachid Belhadj, merci d'avoir été parmi nous. C'est un moment très fort que nous avons vécu en votre compagnie, un véritable plaisir. J'espère qu'on vous recevra encore pour d'autres beaux moments, où on fera une émission en direct de quelque part avec vous, qui sait. Inch'Allah, avec plaisir. Merci beaucoup, c'était un véritable honneur de vous avoir reçu et plaisir. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Voilà, on arrive, c'est l'appel à la prière pour Salat al-Asr pour Alger et ses environs, et on se retrouve juste après.